Vous aussi, vous souhaitez changer de vie ? Que vous soyez salarié, chercheur d'emploi ou étudiant, découvrez sur maformation.fr la formation qui correspond à votre projet. Maformation.fr réunit plus de 100 000 offres de formation dans tous les domaines, partout en France. Vous êtes à la recherche d'une formation courte ou longue durée pour changer de métier, acquérir une nouvelle compétence ou enrichir les vôtres ? Vous la trouverez sur maformation.fr. Maformation.fr vous présente L'Envol. Je suis né à la campagne, dans une famille de paysans, dans un confort de liberté à 360 degrés. Vous êtes tout petit, dehors il y a tout, tous les dangers, mais aussi tous les plaisirs. Vous n'avez pas de contraintes. Et ça m'a beaucoup inspiré. Si tu grimpes aux arbres, tu es tout seul. Si tu tombes, je ne sais pas comment tu vas faire pour te ramasser, quoi. Ça a formé chez moi cette espèce de libre arbitre qui ne m'a jamais vraiment quitté. Cet accent du sud-ouest, c'est celui de Jean-Louis. Il a pourtant beaucoup vadrouillé pendant sa carrière, mais il est resté fidèle à ses racines. Dans une autre vie, Jean-Louis a été joueur de rugby professionnel. Et oui. Quand il a décidé de changer de vie, c'est évidemment près de Toulouse qu'il s'est installé, mais pour un projet radicalement différent de ce qu'il faisait avant. Il a créé une entreprise au service des personnes handicapées. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, je vous en ai déjà raconté plusieurs ces dernières semaines. Mais c'est la première fois que je vous emmène à la rencontre d'un homme qui a redonné du travail à près de 1000 personnes en partant de zéro. Bienvenue dans L'Envol. J'ai été extrêmement gâté, moi, par la vie, parce que j'ai grandi dans une toute petite commune, classe unique, avec une maîtresse qui était aussi la maîtresse de ma mère, vous imaginez un peu, donc ça crée des liens. Et je suis arrivé, en partant de cette école, au collège. Alors vous imaginez, vous passez du petit village de centaines d'habitants au collège, vous êtes 300 dans le collège. Pour moi, c'était, prenez le bus, le bus tous les jours. Et puis là, vous découvrez quelque chose de complètement incroyable, c'est qu'il y a aussi un moment de liberté, parce que vous avez un prof par discipline, vous ne savez pas ça, et puis on vous fait faire du sport. Vous avez une discipline, c'est l'EPS, éducation physique et sportive. Alors ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, j'ai découvert le sport à travers quelqu'un qui m'a enseigné, qui m'a éduqué. On prend conscience aussi de ses qualités, choses qu'on ne sait pas. Quand vous êtes élevé à la campagne, bon, voilà, toutes ces choses-là vous sont étrangères et c'est normal. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup renforcé, guidé et sûrement rassuré aussi parce que vous prenez une place que vous n'attendez pas. Vous êtes bon à l'école, vous êtes bon en sport, ben voilà, c'est plus facile pour vous parce que quand vous faites des équipes, on vous prend tout le temps. Et ça m'a donné confiance et je me suis senti un peu privilégié aussi. Vous voyez, c'est quelque chose que vous n'avez pas projeté du tout. Et c'est vrai que ça m'a aidé sans que je le sache au début, évidemment. Mais en grandissant, j'ai bien vu que ça m'avait construit. Je veux dire quelque chose qui est complètement incroyable dans le rugby. Quand on vous met un ballon dans les doigts, chose que je n'avais pas eue jusqu'à l'âge de 11 ans, quand je suis arrivé en 6e, et qu'on m'a dit, avec le ballon, il faut que tu passes la ligne là-bas, et quand tu as passé la ligne, tu as marqué, et tu as gagné, quoi. Et qu'entre-temps, tu as le droit de plaquer les autres. Et je me suis dit, ça, c'est pas un sport, ça, c'est un jeu, c'est un truc incroyable. J'ai le droit d'attraper les mecs, de les faire tomber. Je dis, ça, c'est un truc, c'est bien comme sport, ça. Et ça m'a forgé incroyablement. Dans le rugby, vous avez les gros, les petits, les maigres. On va dire les sots, les intelligents. Vous avez tout le monde. Vous êtes 15, plus 15, parce que vous avez 15 adversaires. Vous n'avez qu'un seul ballon. Et vous êtes obligés de jouer tous ensemble. Et si vous ne jouez pas ensemble, ça ne marche pas. Et dans une équipe de 15, vous avez évidemment toute la panoplie de la société qui est à côté de vous. Et si vous n'arrivez pas à vous intégrer et à vous faire reconnaître, ça ne marche pas. Et je crois que c'est la chose qu'il faut qu'on comprenne, si vous voulez, la mixité sociale. Il y a tout dans le rugby. Il y a les forts, il y a ce côté physique, parce que plaquer et se faire plaquer, c'est jamais très agréable. Il faut dire la vérité. On n'arrive pas là, on est content de se rouler dans la boue. Non, c'est pas vrai. Mais ça vous endurcit, ça vous donne envie. Et ça m'a aussi beaucoup construit. Moi, je me suis construit comme ça, une espèce de petit buvard. J'ai essayé de regarder tout ce qui se passait.
au fond, ça s'est imposé à moi sans que je le sache. Et après, évidemment, je me suis appuyé là-dessus. Je m'appelle Daniel. Je suis un ami de Jean-Louis de longue date. Notre rencontre s'est faite en 2 phases. La première, c'était au lycée, et la seconde, c'était sur le terrain de rugby. C'était un guerrier et un battant. D'abord, il n'aime pas perdre, ça c'est clair. Il était volontaire, mais il est un joueur de rugby de ces valeurs-là, de cette époque-là, c'est-à-dire le sacrifice pour l'équipe, la camaraderie, bien sûr, mais des valeurs qu'on retrouve peut-être pas aujourd'hui, qu'on n'a pas dans le rugby actuel, peut-être, j'imagine. Et c'est ce joueur-là qui va prendre goût à la compétition, au plus haut niveau. Dans les années 80, Jean-Louis est même demi d'ouverture au Stade Toulousain. Mais il ne va pas faire carrière dans le rugby. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai travaillé très tôt, moi. J'ai travaillé pendant mes vacances scolaires depuis, j'ose pas trop le dire, mais depuis 12-13 ans, pour tout vous dire, même avant. Et donc, j'avais cette forte envie de me confronter à la vie professionnelle, parce que là aussi, c'est une grande école de la vie. Et donc, après le bac, je pensais que c'était bien que j'aille travailler. Et j'avais surtout envie d'apprendre des choses très concrètes. Cette vie professionnelle, elle a pris le pas sur ma vie sportive, parce que la vie professionnelle, c'est ce qui vous fait vivre. Vous avez besoin de gagner votre vie. Moi, j'étais déjà en couple. Voilà, je voulais mon autonomie. Et le sport, après, est passé à un niveau loisir, bien sûr. Je jouais encore en national, mais je ne m'y consacrais pas comme j'aurais dû m'y consacrer. Et ça, c'est une petite contrariété que j'ai chez moi encore. C'est un renoncement de ne pas aller jusqu'au bout de sa passion. Oui, il faut dire que ça a été un peu dur de faire ce choix. Mais ça s'est imposé à moi assez naturellement. Il faut dire aussi la vérité. J'ai été très tôt mis face à des responsabilités fortes dans ma vie professionnelle. J'ai managé très très tôt des équipes de 10, 20, 30, 40 personnes à 22 ans, et même beaucoup plus. Et donc je me suis senti investi. Alors voilà, d'un côté, ça a compensé fortement cette espèce de déception sportive, mais voilà, ça a été très très bien compensé. Et puis j'ai été gâté. J'ai été fortement récompensé, je trouve. Donc, à la suite de tout ça, quand on fait le bilan, on se dit c'est un choix, mais c'est un choix normal, quoi. Voilà, c'est dans la vie, on a des choix à faire. Celui-là s'est imposé à moi. Évidemment, je ne le regrette pas. Dans sa première vie professionnelle, Jean-Louis travaille dans l'industrie. Il conseille Airbus, Ariane, de grands groupes dans le nucléaire, l'automobile. Cette vie-là, elle dure 20 ans. Et puis il décide de revenir s'installer à Toulouse et de lancer sa propre entreprise. C'est le tout début de sa deuxième vie, mais le projet est encore assez flou. Et à un moment donné, un de mes clients, qui était Airbus en l'occurrence, à l'époque ça s'appelait encore Aérospatial, me dit « Nous avons un véritable problème dans le monde de l'entreprise. » Et là, ça fait référence à la loi de 87 qui impose les 6% des personnes handicapées dans les entreprises dites ordinaires de plus de 20 salariés. Et donc, ils me posent cette question, ils me disent « Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous comment vous pouvez nous aider. » Et moi, je dis « Je ne peux pas vous aider. Je n'ai aucune expérience dans le monde du handicap. » Et tout ça dure quelques semaines. Et puis un jour, le directeur des achats que je connaissais bien, pour qui j'avais beaucoup de respect, il me dit « Écoutez, faites ça pour moi. Jean-Louis, nous sommes très embêtés. » Évidemment, je suis touché et je dis « Bon, d'accord, je fais ça, mais à titre gracieux parce que je ne suis pas du tout compétent. » Et là, il a démarré, si vous voulez, ce parcours initiatique du handicap qui est compliqué. Parce que vous n'êtes pas issu du monde du handicap. Les gens vous reçoivent en vous disant « Mais pourquoi vous vous intéressez au monde du handicap? Vous n'êtes pas du monde du handicap. » Et je dis « Mais parce que je crois que on peut faire des choses avec la personne handicapée, mais je ne suis pas sûr. » Et c'est là qu'il va faire une rencontre qui va vraiment changer sa vie. Celle d'un homme qui est en train de perdre la vue. Il avait connu une vie professionnelle très très chaotique et il avait été blackboulé en permanence en lui disant « Oui, tu vas y arriver, on va t'intégrer », mais ça n'allait jamais au bout. Et j'ai ressenti quelqu'un en face de moi qui était exactement comme moi. Il voulait prendre sa place dans cette société qui ne voulait pas de lui. Et je me suis dit « Mais c'est pas bien ce truc-là ». Alors, j'avais en tête tout ce qu'on m'avait raconté l'administration. J'avais fait un parcours, j'avais rencontré de nombreuses structures et j'avais pas compris ça. Et là, il s'est passé un truc complètement incroyable. J'ai écouté l'histoire d'une personne
qui était une histoire tout à fait banale, au fond, parce qu'elle voulait s'intégrer dans une société qui ne voulait pas d'elle. Et vous avez là un sentiment d'injustice qui s'empare de vous. Et je suis sorti de là en colère, si vous voulez. Ouais, je me suis dit, c'est pas bien de faire ça. C'est bien d'en parler et c'est pas bien de rien faire. Et donc, je me suis senti investi. C'est ça qui s'est passé au fond. Son entreprise, DSI, devient donc une entreprise adaptée. Son but, c'est d'intégrer les personnes handicapées. Jean-Louis a trouvé le supplément d'âme qui lui manquait. Et aujourd'hui, il emploie 1000 personnes. 1000 destins, hors du commun. Vous savez qu'il y a des gens chez nous, pour venir travailler, ils se lèvent 3 heures avant. Parce que j'ai des tas d'exemples, mais je vais en citer une, elle s'appelle Sandrine, c'est une fille complètement formidable. Sandrine, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes. Elle est totalement autonome. Elle vient avec sa voiture. Le matin, elle se lève, elle se douche, elle se maquille, elle arrive, c'est un petit bijou, elle est souriante, elle a un petit fauteuil électrique, elle a sa voiture complètement automatisée, elle fait tout, elle se débrouille. Quand vous la voyez le matin boire le café et fumer sa cigarette, vous dites, ça va Sandrine, oui, je suis levé déjà depuis 4 heures, c'est bon. Elle est là à 8 heures et depuis 4 heures, elle est levée, quoi. Donc, bon, sacrée leçon de vie. Et elle tient sa place comme tout le monde. Et chez nous, on a une grande devise, et c'est une devise qui est venue naturellement dans l'entreprise. Il n'y a pas de différence. Dans l'entreprise adaptée, il n'y a pas de différence. Personne ordinaire, personne handicapée, on s'en fout. De toute façon, au bout d'1 heure, 1 jour maximum, vous ne faites plus de différence. Il a changé, évidemment, son statut social a changé, il est connu et reconnu. Évidemment que son image a changé, mais le personnage, il est resté lui-même. La rencontre avec le monde de l'entreprise adaptée a été pour moi une rencontre totalement inattendue et totalement bouleversante. Parce que je ne me suis pas rendu compte de ça de suite, moi. Pendant 4-5 ans, cette entreprise a eu des progressions très importantes. Et je ne sais pas trop pourquoi, on a été tous ravis, bien sûr, et donc j'ai beaucoup été interrogé sur le sujet. Pourquoi ça marche à DSI ? Je n'ai pas pu répondre, je répondais des banalités. Avec le recul, je me suis rendu compte que ça marchait parce qu'il y avait un vrai projet entreprise, partagé, qui avait un engagement profond de l'ensemble des collaborateurs et pas simplement de Jean-Louis Ribes. Moi, évidemment, j'ai transmis tout ce que je pouvais transmettre, bien sûr. Vous pouvez transmettre à 10, 20, 30. Moi, j'ai démarré tout seul. C'est un projet très, très personnel. Et ça m'a donné un supplément d'âme parce que je me suis dit être utile à ce point. Car rien ne vous laisse penser qu'un jour, vous pourrez créer 1000 emplois, par exemple. Vous ne naissez pas en disant un matin, je vais créer 1000 emplois. Enfin, bon, moi, ce n'était pas du tout mon objectif. Jean-Louis garde un rêve. Faire connaître au plus grand nombre les entreprises adaptées. On est d'accord, l'expression n'est pas très jolie, mais l'idée, elle est inspirante. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Jean-Louis, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. À très vite dans L'Envol.